Avant de vous laisser avec votre épisode, je vous rappelle ou je vous informe si vous ne le saviez pas que mon livre La philosophie, c'est pour vous aussi est disponible en précommande sur Amazon et sur le site de la Fnac, un livre publié aux éditions Larousse, 240 pages, 19,99 €, un livre dans le style qui est le mien, clair, concret, accessible. Si vous appréciez mon travail, vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Précommandez-le dès aujourd'hui, les liens sont dans la description. Sur ce, place à votre épisode. Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, on a passé en revue les 5 premiers conseils de Paul Watzlawick pour être malheureux. Je vous rappelle que Paul Watzlawick est un psychologue autrichien, auteur du livre « Faites vous-même votre malheur », publié en 1983. Et dans ce livre, Watzlawick nous montre par l'absurde que les êtres humains que nous sommes sont particulièrement doués dans l'art de se rendre malheureux. Et donc, pour pousser la logique jusqu'au bout, il nous propose 10 conseils pour se rendre encore plus malheureux. Étant entendu que son but réel, c'est de nous faire prendre conscience du caractère délétère de certains de nos comportements, afin non pas de nous encourager à continuer, mais au contraire de nous encourager à arrêter. Ces 10 conseils sont en réalité des anti-conseils, destinés à nous mettre face aux conséquences de nos actes. Et donc, dans le précédent épisode, on a analysé les 5 premiers conseils de Watzlawick, 5 conseils qu'on peut résumer ainsi. Premier conseil, soyez obstiné. Deuxième conseil, vivez dans le passé. Troisième conseil, soyez pessimiste. Quatrième conseil, ayez peur de tout. Cinquième conseil, n'allez jamais au bout des choses. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir les 5 derniers conseils de Watzlawick pour se rendre malheureux. On commence tout de suite par le 6e conseil. Conseil numéro 6, pensez à la place des autres. Penser à la place des autres, c'est quelque chose dont nous sommes tous spécialistes. Par exemple, vous préparez le repas pour vous et votre bien-aimé, mais vous n'êtes pas du tout satisfait du résultat. Trop cuit, trop salé, trop sucré, bref, vous estimez que votre plat est raté. Et comme il est trop tard pour recommencer, ou pour vous faire livrer, vous servez à votre conjoint ce que vous avez préparé. Et alors qu'il vient à peine d'avaler sa première bouchée, vous lui posez la question à ne surtout pas poser. C'est bon ? Alors, pourquoi je dis que c'était la question à ne surtout pas poser ? Parce que, quelle que soit sa réponse, ça ne vous satisfera pas. Puisque soit votre conjoint répond non, et dans ce cas-là, même si vous savez que votre plat est raté, c'est vexant, ou en tout cas c'est frustrant. Soit il répond oui, et là, votre première réaction, ce sera de vous dire « Tu dis ça pour me faire plaisir ». Et pourquoi vous vous dites ça ? Parce qu'à ce moment-là, vous pensez à la place de votre conjoint. Autrement dit, vous faites de votre point de vue, non pas votre point de vue justement, mais le point de vue de tout le monde. De votre point de vue à vous, le plat est raté. Mais sauf que votre conjoint, lui, il n'est pas censé savoir que le plat est raté. Il est même tout à fait possible qu'il le trouve vraiment à son goût. Mais comme vous vous êtes enfermé dans votre point de vue, vous partez du principe que la personne vous ment forcément, qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle pense vraiment. Vous faites une projection sur l'autre de vos propres pensées. C'est ça, penser à la place des autres. Et quand on pense à la place de l'autre, qu'est-ce qu'on crée ? Qu'est-ce qu'on ne peut que créer ? Du conflit. Imaginez qu'à chaque fois que vous dites ce que vous pensez, on vous réponde « Non, c'est pas ce que tu penses vraiment ». Sous-entendu, moi je sais ce que tu penses. Au bout d'un moment, ça va vous rendre fou. Parce que, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie premièrement qu'on vous traite de menteur. Et se faire traiter de menteur quand on dit ce qu'on pense, c'est un petit peu agaçant. Ça signifie deuxièmement que, quoi que vous disiez pour rétablir la vérité, on considérera vos justifications comme une preuve supplémentaire de ce dont on vous accuse. Le fameux « qui se justifie s'accuse ». Et enfin, ça signifie, troisièmement, qu'on nie votre point de vue, qu'on nie la pertinence de votre point de vue. C'est soit
vous pensez comme moi, soit ce que vous pensez n'a pas de valeur. Autrement dit, on nie votre conscience. Et en niant votre conscience, c'est votre qualité d'être humain elle-même qui est niée. Un être humain adulte, majeur et vacciné, se définit par l'autonomie de sa pensée. Pour Emmanuel Kant, c'est d'ailleurs ça qui fait la dignité de l'être humain, l'autonomie de sa raison. Donc, pour le dire simplement, l'être humain pense par lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un pense à sa place. Sinon quoi, il n'est plus un être humain, puisqu'il n'exerce plus la capacité qui fait de lui un être humain. Qui n'est pas en capacité de penser par soi-même ? Les enfants. Chez les enfants, le système cognitif n'est pas encore mature. Il peut donc y avoir un décalage entre ce qu'ils expriment et ce qu'ils pensent. Qui d'autre n'est pas en capacité de penser par soi-même ? Les personnes séniles, les personnes atteintes d'une pathologie mentale, c'est-à-dire, dans tous les cas, des personnes en situation d'hétéronomie. Alors, il n'y a évidemment pas de honte à être en situation d'hétéronomie. Mais il y a un problème à traiter comme une personne en situation d'hétéronomie, une personne en situation d'autonomie. Donc à chaque fois que vous pensez savoir ce que l'autre pense, ou à chaque fois que vous projetez sur l'autre ce que vous pensez, dites-vous bien que vous créez les conditions de l'échec de la communication. Car vous n'êtes plus en interaction avec l'autre. Vous êtes en interaction avec vous-même. Vous êtes seul avec vous-même. Conclusion, vous voulez être malheureux, pensez à la place des autres. Conseil numéro 7, sentez-vous coupable. Historiquement, la morale qui prédomine en Occident, c'est une morale issue du christianisme. Or, quel est le mythe fondateur du christianisme ? Le péché originel, le péché d'Adam et Ève, qui ont goûté le fruit défendu et que Dieu a puni en les expulsant du jardin d'Éden. Depuis ce jour, c'est l'humanité qui vit dans le péché. Le Christ, c'est celui qui a racheté les péchés de l'humanité en acceptant son sacrifice sur la croix. On pourrait donc se dire qu'après le sacrifice du Christ, l'humanité n'est plus coupable. Eh bien non. Car pour mieux établir sa domination sur les fidèles, l'Église chrétienne a fait perdurer l'idée que l'être humain serait toujours coupable, et qu'il fallait que lui aussi souffre pour racheter sa culpabilité. Alors évidemment, aujourd'hui, la majorité des gens en Occident ne croient pas à la culpabilité originelle de l'être humain. En tout cas, beaucoup moins qu'à l'époque où l'Église régnait sur les esprits. Mais la morale laïque issue du christianisme porte encore en elle les traces de cet héritage. L'importance du devoir et sa priorité sur le plaisir. L'importance de l'humilité, qui confine parfois à l'humiliation. L'idée que pour accéder au bonheur, il faut en être digne. On n'entre pas au paradis sans l'avoir mérité. Toute notre morale est imprégnée de cette idée que le mérite est lié à la souffrance. Et que même si on ne fait de mal à personne, nous sommes fautifs. Nous sommes fautifs toutes les fois où nous n'agissons pas pour faire le bien. Imaginez, vous êtes heureux. Heureux simplement d'exister. Heureux d'être en bonne santé. D'avoir des amis près de vous. D'avoir une famille. Un travail qui vous plaît. Et pendant ce temps, des gens meurent de faim. Des gens meurent de maladie. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau courante. Parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments, aux vaccins. Des gens meurent noyés parce qu'ils ont voulu traverser l'océan dans l'espoir d'une vie meilleure. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes heureux. Vous ne vous sentez pas un peu coupable ? Imaginez encore. Vous travaillez dans une entreprise qui fait des milliards de bénéfices, qui ne paye pas ses impôts en France, qui exploite les matières premières dans des pays du tiers-monde. Et vous ne dites rien. Ça vous va.
vous empochez votre petit salaire tous les mois, dans une indifférence totale au sort des exploités. Est-ce que vous n'avez pas honte ? Ce discours culpabilisateur, on le retrouve aujourd'hui chez des personnes qui ne se revendiquent absolument pas de la morale chrétienne, mais qui pourtant en sont les représentants contemporains. Ça ne veut pas dire que leurs remarques sont fausses. Ça veut dire que quand on décide de trouver des raisons de se sentir coupable, on en trouve toujours. On en trouve tellement que le simple fait d'exister devient une source de culpabilité. Exister, c'est prendre de l'espace vital aux autres. C'est prendre de l'oxygène aux autres. Vous vous rendez compte ? À chaque fois que vous respirez, vous rejetez du dioxyde de carbone. Vous polluez la planète par votre seule existence. Donc, si exister, c'est déjà être coupable, imaginez à quel point vous êtes coupable lorsque vous êtes heureux d'exister. Et ce que nous dit Václavic, c'est que la logique de la culpabilité fonctionne aussi bien pour les gens heureux que pour les gens malheureux. Parce que si vous êtes malheureux, vous pourrez vous dire « Pourquoi suis-je malheureux ? Alors que j'ai tout pour être heureux, que je suis en bonne santé, que j'ai à manger dans le frigo, un toit au-dessus de ma tête. Être malheureux dans ma situation, quel manque de respect à l'égard de tous ces gens qui ont des raisons d'être malheureux. Vous voyez ? Pile, je gagne, face, tu perds. Que vous soyez heureux ou malheureux, la logique de la culpabilité vous conduira toujours à trouver des raisons de vous sentir coupable. Conclusion, vous voulez être malheureux, sentez-vous coupable. Conseil numéro 8, doutez de votre valeur. Combien de personnes engagées dans une relation amoureuse ont déjà posé cette fameuse question à leur partenaire ? Est-ce que tu m'aimes ? En réalité, si ces personnes posent la question, ce n'est pas parce qu'elles ignorent la réponse. C'est parce qu'elles veulent en entendre la confirmation. Et quand a-t-on besoin d'avoir la confirmation de quelque chose ? Quand on en doute. La personne qui demande à son partenaire « Est-ce que tu m'aimes ?», si son partenaire lui répond « Oui », elle a toutes les raisons du monde de ne pas le croire. Je vous renvoie ici au conseil numéro 6. Pensez à la place des autres. Pourquoi est-ce qu'elle a toutes les raisons de ne pas le croire ? Parce que le simple fait de poser la question sous-entend qu'elle a des raisons d'en douter, quelles que soient ces raisons d'ailleurs. Et donc, imaginons qu'insatisfaite de la réponse, insatisfaite de ce oui auquel elle ne croit pas, la personne insiste en posant cette fois-ci une autre question. Pourquoi est-ce que tu m'aimes ? Et là, à moins d'avoir de grands talents en poésie ou en manipulation mentale, vous risquez fort de vous embourber dans une réponse extrêmement maladroite. Par exemple, « Je t'aime parce que tu es belle. » Super. Donc si j'étais moche, tu m'aimerais pas. Pas du tout superficiel. « Je t'aime parce que tu me fais rire. » Bah, sors avec un clown la prochaine fois. « Je t'aime parce que tu es toi. » J'ai rien compris. Bref, quoi que vous disiez, il n'y a pas de bonne réponse. Parce que le propre d'une personne qui doute de ce que vous lui dites, c'est que rien de ce que vous pourrez dire ne pourra lui enlever ses doutes. Ça ne pourra que les renforcer. Demander à quelqu'un pourquoi il nous aime, c'est partir du principe qu'il n'y a pas de bonne raison. Et c'est donc se retrouver dans la situation de devoir expliquer quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et donc de donner une mauvaise réponse. C'est très difficile d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas. D'aimer une personne qui pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Beaucoup plus difficile que d'aimer une personne qui s'aime trop. La personne qui s'aime trop, ce qu'elle pourra éventuellement vous reprocher, c'est de ne pas l'aimer assez. Différence de degré. Alors que la personne qui ne s'aime pas
pourra vous reprocher de l'aimer tout court. Différence de nature. Et pourquoi est-ce qu'elle vous reprocherait de l'aimer? Parce que la personne qui ne s'aime pas ne comprend pas qu'on puisse l'aimer. Et de ce fait, elle éprouve une sorte de mépris à l'égard de ceux qui l'aiment. Comme si quelqu'un qui aimait ce qui n'est pas digne d'être aimé n'était lui-même pas digne d'être aimé. Vous voyez la logique? Et donc, aussi étrange que ça puisse paraître, la personne qui doute de sa valeur va avoir beaucoup plus d'estime pour quelqu'un qui n'a pas d'estime pour elle que pour quelqu'un qui en a. Mépris pour celui qui nous estime, estime pour celui qui nous méprise. C'est très dangereux. Mais c'est aussi très fréquent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes malheureuses dans leur couple, malheureuses soit parce qu'elles sont aimées par quelqu'un qu'elles n'aiment pas, soit parce qu'elles ne sont pas aimées par quelqu'un qu'elles aiment. Relation asymétrique, relation toxique. C'est très sain de douter de soi, quand il y a des raisons réelles de douter de soi, quand on a conscience que quelque chose est au-dessus de nos forces, au-dessus de nos compétences, au-dessus de ce qu'on est capable de faire. Douter de soi, c'est une preuve de discernement, d'humilité. Ça nous pousse à évoluer. Mais douter de soi, au point de se sentir indigne d'être aimé, douter de soi au point de ne pas croire ceux qui vous expriment leur amour, c'est ça qui est problématique. Et qui risque d'amener à la situation que vous redoutez. Être rejeté. Être rejeté non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais parce qu'à force de ne pas croire ceux qui vous disent que vous en avez, vous allez finir par les décourager de vous le répéter. Conclusion, vous voulez être malheureux, doutez de votre valeur. Conseil numéro 9, jouez votre rôle. Quand on entend l'expression « jouer un rôle », on pense immédiatement au fait de ne pas être soi-même, au fait de vouloir se donner l'image de quelqu'un qu'on n'est pas, et donc finalement de ne pas vivre en accord avec sa vraie nature. Et c'est vrai que quand on joue un rôle, quand on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on ne peut être que malheureux, puisqu'à chaque instant, on doit réfléchir, on doit calculer ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire pour correspondre à l'image qu'on cherche à donner. Mais est-ce que c'est ça dont parle Václavic quand il dit qu'il faut jouer un rôle? Eh bien non. Ce dont il parle, c'est du fait de s'enfermer dans le rôle qui correspond à notre personnalité, qui correspond en tout cas à la partie de notre personnalité qu'on veut mettre en avant. On va prendre un exemple. Imaginons que vous soyez quelqu'un d'altruiste. Votre truc à vous, c'est d'aider les gens. À tel point que si vous n'avez personne à aider, vous vous sentez très vite inutile. Vous vous sentez vide. Si vous êtes dans ce cas de figure, quel est le risque? Eh bien, le risque, c'est que vous finissiez par vous enfermer dans ce rôle. Et ça veut dire quoi, vous enfermer dans ce rôle? Ça veut dire vouloir devenir un sauveur. Vouloir jouer les sauveurs. Et un sauveur a besoin de personne à sauver. Donc, l'altruiste, c'est quelqu'un qui risque de ne s'entourer que de personnes qui ont besoin de son aide pour pouvoir jouer son rôle, y compris dans sa vie sentimentale. Si l'altruiste se met en couple avec quelqu'un qui n'a pas besoin de son aide, avec quelqu'un qui se gère, à quoi va-t-il servir? D'où va-t-il tirer son sentiment de satisfaction? Donc l'altruiste risque de vouloir se mettre en couple avec quelqu'un qui a besoin de lui, ce qu'on appelle familièrement un assisté, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'une assistance. Et c'est là qu'une mécanique s'enclenche. Cette mécanique, Václavic l'appelle la collusion. Et la collusion, c'est quand, au sein d'un couple, chaque membre joue son rôle qui est complémentaire avec le rôle de l'autre. L'assisté a besoin de l'altruiste pour des raisons évidentes, parce qu'il peut se reposer sur lui, parce que ça le dispense de faire des efforts,
Et l'altruiste, lui, a besoin de l'assister parce que c'est grâce à l'assisté qu'il se sent valorisé. L'assisté permet à l'altruiste d'avoir un sentiment d'utilité, donc un sentiment d'estime, voire de fierté, quand bien même l'assisté profiterait de la situation. Ça ne le dérange pas l'altruiste que l'assisté profite de la situation, parce que ça lui permet de jouer son rôle. Et donc évidemment, on se retrouve dans le schéma de la relation asymétrique qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir un assisté paradoxalement dominant et un assistant paradoxalement dominé. Le dominé étant celui qui se soumet aux besoins de l'autre, voire qui les anticipe, au détriment de ses propres besoins. Mais l'altruiste n'a pas l'impression d'être dominé, puisque justement son besoin à lui, c'est de satisfaire les besoins de l'autre. C'est ça, jouer son rôle. S'identifier à une facette de sa personnalité dont on fait dépendre tout son être. Et j'ai pris l'exemple de l'altruiste parce que c'est l'exemple que prend Václavic dans son livre, mais on peut décliner ça à tous les rôles. Par exemple, le rôle du sachant. Le sachant, c'est celui qui sait tout mieux que tout le monde et qui prend un extrême plaisir à montrer tout ce qu'il sait. C'est comme ça qu'il se sent valorisé, lui. Donc, que va faire le sachant ? Il va s'entourer de non-sachants, avec qui il va pouvoir jouer son rôle de sachant. Au milieu des ignorants, le sachant est heureux. Il rayonne. Autre exemple de rôle, le chef, qui a besoin de gens soumis. Le combattant, qui a besoin d'adversaires. Le protecteur, qui a besoin de gens faibles. Le propre de toutes ces relations étant leur caractère asymétrique. Asymétrique, c'est-à-dire dominant-dominé, actif-passif, dépendant-indépendant. On dit souvent, ce qui est important dans un couple, c'est la complémentarité. On en a même tiré une expression, trouver sa moitié. Oui, mais si on va par là, le dominant et le dominé sont complémentaires. Le maître et l'esclave aussi sont complémentaires. Est-ce que pour autant ces relations sont saines ? Donc la complémentarité n'est pas quelque chose de positif en soi. La complémentarité est positive quand elle repose sur l'équilibre. Trouver sa moitié dans une relation asymétrique, c'est le meilleur moyen de nourrir du ressentiment, de nourrir de la frustration, de l'épuisement. C'est le meilleur moyen d'être déçu et désemparé quand votre moitié ne voudra plus jouer son rôle, qu'elle cessera d'être votre moitié, et que donc vous n'aurez plus personne avec qui jouer votre rôle. Conclusion, vous voulez être malheureux, jouez votre rôle. Conseil numéro 10, ne cherchez pas à comprendre les autres. Au XVIe siècle, il y a eu en Espagne un grand débat qu'on a appelé la controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid, c'est une discussion qui a eu lieu entre des philosophes, des juristes, des hommes politiques, pour tenter de savoir si les indigènes d'Amérique étaient ou pas des êtres humains à part entière. Et si la question s'est posée, c'est parce que, pour les colons européens, les indigènes étaient trop différents pour qu'on puisse les considérer comme des êtres humains. On ne comprenait pas leur religion, ils vénéraient des serpents à plumes. On ne comprenait pas leur morale, ils faisaient des sacrifices humains. On ne comprenait pas leur organisation sociale, ils n'avaient pas de chef. Sans parler de leur dialecte, littéralement du charabia. Pour les colons européens, les indigènes étaient des barbares. Et c'est ce qui a fait dire à Montaigne que c'était ça, la vraie barbarie. Le fait de juger barbare ce qu'on ne comprend pas. Le fait de mépriser, de se moquer ou de dénigrer ce qui ne rentre pas dans nos schémas de pensée.
Cette attitude qui consiste à inférioriser les autres cultures que la sienne s'appelle l'ethnocentrisme. Et l'ethnocentrisme, c'est un mélange de deux choses, l'incompréhension et la certitude. L'incompréhension face à la différence, accompagnée de la certitude que ce qui est différent est inférieur. Ne pas chercher à comprendre les autres, c'est dire, par exemple, que les Chinois ont des goûts bizarres parce qu'ils mangent du chien, sans se demander ce que pensent les Chinois du fait que nous mangeons des escargots. Ne pas chercher à comprendre les autres, c'est trouver ridicules les rituels de certains peuples africains, sans se demander ce que pensent ces peuples africains du fait que nous fassions croire à nos enfants qu'un vieux monsieur à barbe blanche dépose des cadeaux dans toutes les cheminées du monde en une seule nuit. Autrement dit, si on juge absurdes les coutumes des autres, c'est moins parce qu'elles sont absurdes que parce qu'elles sont autres. Ce que nous dit Václavic, c'est que ne pas chercher à comprendre les autres, c'est se condamner à l'inadaptation. Si dès que quelque chose sort du rail de vos conventions, votre réflexe c'est de le juger par le mépris ou par la moquerie, ne vous attendez pas à avoir des relations harmonieuses avec le monde. Ce qui vous attend, c'est l'isolement. Il y a des personnes qui ont le don de considérer leur façon de penser comme une évidence, comme le seul chemin logique, parce qu'elles n'arrivent pas à sortir de leur propre point de vue. Elles confondent la réalité avec la représentation qu'elles en ont. Elles confondent la logique avec leur logique. Un esprit fermé, un esprit qui ne cherche pas à comprendre les autres, c'est un esprit d'autant plus sûr de ce qu'il pense qu'il ne comprend pas comment les autres pensent. Tout simplement parce que ça ne l'intéresse pas de savoir comment les autres pensent. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'il pense lui. Le fermé d'esprit n'est pas ethnocentré. Il est auto-centré, centré sur lui-même. Et ce faisant, il se retrouve désemparé lorsqu'il est confronté à quelque chose qui échappe à sa logique. Moins vous chercherez à comprendre les autres, plus vous serez intellectuellement seul. C'est pas facile de vivre en étant intellectuellement seul, parce qu'on se sent incompris, parce que plus rien ne nous nourrit. On n'évolue pas, on ne grandit pas, on stagne. On reste figé dans le béton de ses certitudes. C'est comme vivre dans une maison sans fenêtre. C'est triste. Conclusion, vous voulez être malheureux, ne cherchez pas à comprendre les autres. Nous arrivons au terme des 10 conseils donnés par Paul Václavic pour être malheureux. Et s'il y a un enseignement à retenir de ces 10 tendances que nous portons tous en nous, c'est que si nous pouvons être les artisans de notre malheur, cela signifie que nous pouvons également être les artisans de notre bonheur. Car accéder au bonheur, ce n'est pas tant faire quelque chose de plus que faire quelque chose de moins, à savoir compliquer les choses. Être heureux, c'est cesser de compliquer les choses. Cesser de s'obstiner quand la réalité fait tout pour nous dire que ça ne sert à rien. Cesser d'avoir peur quand tout nous montre qu'on provoque ce dont on a peur. Cesser de vivre dans le passé, de se sentir coupable, de douter de sa valeur, parce qu'il se pourrait bien que la clé du bonheur soit désespérément simple. Il se pourrait bien que Dostoïevski ait vu juste en écrivant que le malheur des hommes vient du fait qu'ils ignorent qu'ils sont déjà heureux. Je vous remercie.